est-ce que c'est une bonne idée de prendre un icône comme ça qui a toujours été à l'essence puis de le transformer à 100% électrique? Est-ce qu'il va garder la valeur comme tout ce qu'on voit à l'écran présentement derrière de nous? Là? On a des R35, des R34, des R33, puis je pense bien qu'il y a des R32 en arrière. Aujourd'hui au Torque Podcast. Est-ce que la nouvelle génération de Nissan GT-R va être 100% électrique? Oui, selon des rumeurs qui sont non confirmées, mais qui se dirigent vers là, la prochaine génération de Nissan GT-R va être électrique. Je rappelle que la GT-R actuelle, on a déjà parlé, a été discontinuée pour cette année. Alors, je pense que Nissan travaille déjà sur la prochaine génération de GT-R. La GT-R a toujours été un peu le flagship qu'on appelle chez Nissan, oui. Pour repousser les performances, repousser la technologie. Alors, je pense qu'ils veulent pousser vraiment le côté électrique puis montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire côté électrique en la mettant dans la GT-R. Est-ce que c'est une bonne idée, à mon avis, à moi? Je pense que rendu là, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je pense qu'ils veulent montrer leur savoir-faire, battre des records comme ils ont toujours fait à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle GT-R. Oui. Ça peut être une bonne idée. On vous donne un petit peu des détails là, de comment on pense qu'est-ce qui va être de puissance, puis pourquoi que la GT-R va avoir ça. Fait que Eve, donne-nous un petit peu de détails. Sur la rumeur. Ouais, juste des servo-vapeurs, ces choses-là. Oui. Bon, premièrement, ils disent que c'est comme une nouvelle technologie de batterie à l'état solide. Je pense qu'on n'entrera pas dans tous les détails de ça, mais c'est comme une nouvelle technologie. En gros, l'état solide, c'est plus performant. Oui. Fait que, on va être capable de stocker plus d'énergie dans un plus petit espace, plus léger, tirer plus de performance, puis prendre moins de place. Oui. Fait que c'est vraiment... ça, c'est la prochaine évolution. Toyota aussi travaille là-dessus. Je pense que la part des manufacturiers japonais vont peut-être partager leur développement, leur technologie pour s'en aller vers les fameuses batteries à l'état solide. Fait qu'avec cette nouvelle technologie de batterie-là, ils visent d'avoir une force de plus de 1000 kW. Fait qu'ils visent environ 1300 chevaux de puissance. Tu sais, juste pour comparer, ils disent que le Cybertruck le plus puissant de Tesla atteint une puissance maximale de 845 chevaux. Fait qu'il y a comme 621 kW environ. Tu sais, c'est vraiment une différence. Fait que c'est beaucoup de chevaux vapeur. C'est beau avoir le chevaux vapeur, mais est-ce que le poids va venir avec? Mm-hmm. Est-ce qu'ils sont capables de mettre cette puissance-là au sol? Ils disent que c'est beaucoup des trucs un peu dérivés un peu de leur concept qu'ils avaient dévoilé l'année passée avec vraiment la concept Hyperforce EV. Ils ont plein d'espèces de mots, le jeu de mots, là, le E-Force All-Wheel Drive de Nissan, puis là, à la place d'être marqué un F, c'est un 4. Là, ils disent que on voit que c'est de plus en plus. Je pense que c'est un petit peu des nouvelles qui se laissent écouler du côté de chez Nissan pour pas dire que c'est la fin de la GT-R, on va continuer à faire la GT-R n'est pas morte, c'est une icône, elle va revenir. Ouais. Ils disent que la technologie va être disponible en 2028. Ça fait un bout de temps, là, c'est loin encore 2028. Mais tu sais, qu'est-ce que je voulais parler de ça? Est-ce que c'est une bonne idée de prendre un icône comme ça qui a toujours été à l'essence puis de le transformer à 100% électrique? Est-ce qu'il va garder la valeur comme tout ce qu'on voit à l'écran présentement derrière de nous? Là? On a des R35, des R34, des R33, puis je pense bien qu'il y a des R32 en arrière. C'est toute une espèce de recette qui avait la même... c'est un 6-cylindres, turbo, all-wheel drive. Là, on se rend 100% électrique. Est-ce que ça va bien vieillir comme ces modèles-là? Est-ce que c'est vraiment pour repousser la technologie, un peu comme qu'ils font en course, parce que c'est un auto qui est développé avec Nismo. Nismo, je vous rappelle que c'est leur département de performance puis de course. Je comprends l'aspect
je pourrais dire, développement puis montrer la technologie. Mais est-ce que ça va être un véhicule que les gens vont être intéressés à acheter? Ouais. On est encore loin du 2028. Bon, ça fait un petit bout de temps d'entendre parler des fameuses batteries à l'état solide. On pourrait peut-être faire un autre épisode. On va faire la différence des batteries, là. Mais c'était un petit peu comme, à chaque fois qu'on entendait parler, c'est encore loin, ça va être plus dans le futur, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais là, surtout venant du Japon, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, qui disent que là, ça a vraiment une espèce d'intérêt sur le marché. Puis là, j'ai vu des chiffres de chez Toyota, que peut-être qu'ils feraient du 900 km ou du 1000 km. Même, il paraît que Tesla peut-être travaillerait là-dessus. La chose qui me vient en tête, la première chose, c'est cool tout ça, OK? Mais une fois que ces batteries-là vont sortir, est-ce que ça va être réservé seulement à des véhicules extrêmement chers, comme des GTR, des Rolls-Royce, des Bentley, des Mercedes, ou ça va être du jour au lendemain, peut-être un peu plus pour monsieur tout le monde? Si ces batteries-là sont si bonnes que ça, puis si performantes que ça, oui. Qu'est-ce qui va arriver aux vieux modèles? Parce que là, dernièrement, on a eu des modèles à l'essai, puis ça rajoute extrêmement beaucoup de poids. On a qu'à regarder le Silverado EV, le Hummer EV, ces choses-là. Même un petit Equinox EV, ces choses-là. C'est des véhicules qui sont très pesants. Puis là, si du jour au lendemain, tu tombes avec un véhicule qui a un poids normal, qui a des performances meilleures, qui recharge plus vite, puis en plus, tu as le double du range, ces véhicules-là ne voudront plus rien. Ben, c'est un peu qu'est-ce qu'on a parlé il y a déjà un bout de temps dans les véhicules électriques, c'est que là, ça vient comme des iPhones, par exemple. Là, la technologie de toute la batch des véhicules des dernières années va être dépassée. Les gens vont s'en débarrasser. Ouais. Finalement, ça va faire de la surconsommation. Ça va faire que, tu sais, tous ceux qui faisaient ça pour l'environnement... Ça va faire comme les télévisions. Oui. Pour donner un bon exemple, là, des fois, des gens ils disent moi, je m'en fous des téléphones. Quand il y a une nouvelle télévision qui sort, là, au début, elle est moins chère. Puis là, après ça, un an ou deux après, ben là, ça te prend la télé HD. Puis là, ça te prend la télé 4K. Oui. Nous, si vous avez vraiment à peu près mon âge, là, vous avez connu toutes les télés qui existent. Là. Des télés premières en forme de cube que ça te prend 2 hommes pour promener. J'ai pas connu le noir et blanc, là. T'sais, moi, je suis pas si vieux que ça. Mais après ça, c'était les grosses télés bien pesantes avec le crank que tu avais à sa télé directement. Puis t'avais même pas de manette. Puis t'avais un poste à U. Puis c'est comme... T'avais une antenne de lapin, puis là, après ça, il est venu les plus grosses antennes, le câble, les satellites, les ci, les ça. Puis là, après ça, c'est ça. Là, t'as eu... c'était tous des gros écrans. Hey, je m'en souviens, à un moment donné, nous autres, on avait acheté une 32 pouces Sony avec des speakers sur le côté. C'est une grosse... Hey, 32 pouces, c'était gros là, dans le temps. Là. Puis à cette heure, c'est quasiment un laptop. Là. Ouais, c'est ça. mais c'était gros, là, puis c'était pesant, puis là, t'avais le meuble qui venait avec, toute la kit. Puis après ça c'est encore une télé avec l'écran rond, je pourrais dire. Puis après ça, t'as eu les flat screen, mais épais. Oui. Ils appelaient ça des cinémas maison. C'est encore super pesant quand même. Ouais. Puis après ça, là t'as commencé à avoir les écrans minces. Oui. Puis après ça, de plus en plus minces. Puis là, ça a commencé le HD, le 4K. Là, à un moment donné, c'était curvé. À un moment donné, c'était 3D. Là, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient que le 4K. C'est sûrement du 8K, là. Parce que dans les caméras, il y en a qui shootent en 8K à cette heure. Tu sais, c'est comme... Mais là, toi, ta télé, comme... Je te reviens une couple d'années en arrière, là. Ta télé qui est même pas capable de supporter du HD ou du 4K, elle vaut plus rien. Non, ça va. C'est ça qui va arriver. arriver. Même pas au magasin. Même si tu veux bien faire puis conserver ton produit, puis tu sais, là, je parle des téléphones parce que c'est l'exemple le plus flagrant qu'on voit. Tu sais, genre, combien que tu connais qui ont un vieux iPhone qui sont comme, je vais le garder, mais là, il n'est plus assez fort pour prendre la mise à jour. Il peut plus fonctionner. Tu n'as pas le choix de t'en débarrasser. Il ne recharge plus. Oui. Il tient plus sa charge. Il ne supporte plus les nouveaux programmes. Ça va être toute la même affaire avec les autos. Fait que, tu sais, c'est comme... Tu sais, je regarde ces autos-là, je sais qu'ils vont garder leur valeur parce qu'ils ont une bonne formule dedans. Moi, je pense que dans le futur, à mon avis à moi,
présentement, là, moi, je pense que la GT-R, je la garderais avec un moteur à essence. Oui. Puis, je ferais quelque chose de bien... il faut pour les enthousiastes avec une expérience analogique, je pourrais dire. Puis, les voitures qui sont vraiment, je pourrais dire, électriques, ce serait des on appelle ça en anglais des appliances. Ça, ce serait des véhicules que tu jettes puis que tu changes. Mais tu peux pas prendre ton flagship d'enthousiaste. Oui, ça donnerait l'exemple. Oui, ça serait bon pour le marketing. Puis tout, je comprends à 100% qu'est-ce qu'ils font. Puis qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais c'est juste que est-ce qu'il va vraiment avoir un marché pour ça? Parce que là, on le voit déjà. Regardez, chez Rimac, ils battent tous les records du monde. Puis le monde ne les achète pas. Ils sont comme... Dans le temps, tu avais une certaine McLaren ou une Ferrari, puis c'est une autre qui a une autre top speed du monde, et ça se vendait. Ouais. Mais à cette heure, c'est comme... je pense que les enthousiastes, ils voient les véhicules électriques comme d'une façon comme OK, t'es plus vite que nous autres, OK, plus vite 100, puis si tu fais 0-100 en 2 secondes, tu le quittes. Mais c'est comme t'es électrique, on dirait que tu triches. On dirait que c'est comme fake. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... T'enlèves tellement de l'expérience de conduite que t'es comme... On dirait que t'es pas comme dans un auto, que t'as rentré un cheat code là, dans un jeu vidéo, puis elle est super vite. T'es comme, OK, elle est super vite. C'est comme, ouais. Ou tu joues au Sims, t'as triché dans ta maison, t'as de l'argent limité, tu fais que... Tu sais, c'est comme, t'as pas fait la vraie game, puis je pense que les gens qui achètent aussi ce type de véhicule-là, ils voient peut-être les versions électriques comme une perte de valeur à travers le temps. Tu comprends? Oui. Ou une action à la bourse qui ne gardera pas sa valeur ou peu importe. Je pense qu'ils voient ça comme ça. Puis, on l'a vu dans le passé. Tu sais, quand Mustang ont fait la même chose, mais ils ont sorti la Mach-E, mais t'avais encore la Mustang à essence. Puis là, t'as la Mach-E. Mais là, s'ils prennent ce véhicule-là, ils le mettent 100% électrique, ils enlèvent à essence, je pense que ça va être pire encore que ce qu'ils avaient fait avec Mustang au début avec la Mach-E. Moi, je pense que celui qui ouvre le bal, c'est vraiment chez Dodge, avec la Challenger EV. Surtout qu'ils n'offrent pas de modèle à essence. Fait qu'ils forcent les gens à aller avec celle-là. On va voir si elle a un succès. Moi, je pense que si Dodge se plante, il y a beaucoup d'autres compagnies qui vont faire comme... Ils vont changer de direction. On va dire, OK, peut-être que les enthousiastes, ils n'en ont rien à foutre d'un autosport électrique. Puis on va refaire nos plans. Puis... moi, je pense que c'est ça que GM fait, là. Il y a eu des rumeurs un peu de Camaro électrique, ces affaires-là. Ils checkent ce que Dodge va faire. S'ils se plantent, ils vont faire comme on retourne au drawing board, là. Puis s'ils se plantent pas, on est prêt, on avait déjà un petit plan avec une Camaro électrique d'après, ouais. GM, ils font ça de ce temps-ci. Moi, j'ai remarqué ça. Ils surveillent le marché. Là, ils ont comment on va checker ce que Ford fait avec le Lightning. Ouais. Puis après ça, on va sortir le Silverado. Tu comprends-tu? Oui. Les gars, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que le flagship devrait représenter l'ultime technologie, puis toute la brand, puis la direction de la brand qui s'en vont comme ça, ou la brand comme Nissan devrait respecter l'héritage de la GT-R puis continuer dans qu'est-ce qui commençait pour les enthousiastes? Il y a un côté marketing, il y a un côté pour les fans. Qu'est-ce qui va être le vrai vendeur? Puis qu'est-ce qui va faire vraiment un impact sur la marque? Dites-nous-le dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller visiter notre section VIP si vous voulez avoir accès aux épisodes à l'avance et à du contenu exclusif. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain podcast.